Du coup, moi, je vais vous présenter le travail que j'ai fait pendant ma thèse. Je ne parle pas très fort, excusez-moi. Donc, le cathéter cardiaque pédiatrique, c'est une technique en plein essor. Il y a de nouvelles procédures chaque année. Mais on sait qu'elle n'est pas dépourvue de risques. Alors, après une petite revue de la littérature, j'ai remarqué que l'estimation du risque d'effets indésirables au cours d'un cathétérisme était estimée entre 4 et 34% en fonction des cohortes, en fonction de la définition qu'on donnait à ce qu'est un événement indésirable lié au cathé. Donc, je pense qu'on peut dire qu'un vrai événement indésirable, c'est à peu près 7% des cathétérismes cardiaques. Moi, j'ai passé mon internat de cardiologie à calculer des syntaxes et des STS avant le staff médico-chirurgical pour décider de la prise en charge des patients, si on allait faire une angioplastie complexe ou bien un pontage. Puis quand je suis arrivée en cardiologie congénitale, on ne calculait plus du tout de score. J'étais ravie. Et finalement, ça me manque un peu parce que je trouve que ces scores, ils permettent quand même d'aider à la prise de décision. Souvent, d'autant plus quand les staffs sont quand les décisions sont difficiles à prendre, parfois avoir un chiffre, ça peut aider. Ça permet aussi évidemment d'anticiper les procédures et notamment savoir si après un cathétérisme, il faut garder une place en réanimation pour un patient, savoir s'il faut faire un cathé tout seul ou à deux mains ou en début de semaine, en début de procédure, tout ça, je pense que c'est important. Et donc, je me suis demandé, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne calcule jamais de score de risque avant un cathétérisme cardiaque? Et je me suis dit, peut-être parce que c'est un peu fastidieux d'aller récupérer toutes les données nécessaires au score de risque dans les dossiers des patients pour tous les patients. Et aussi peut-être parce que les résultats des scores disponibles sont peut-être un peu décevants ou ne correspondent pas à notre population. Donc j'ai regardé ce qui était disponible ce qui existait comme score dans la littérature, et un des scores les plus convaincants, c'est ce que j'appelle l'impact score. C'est un modèle de risque qui a été obtenu par une régression logistique et est entraîné sur les données de la très grande cohorte américaine NCDR Impact, qui regroupait en tout cas au moment du calcul du score les données de 74 centres aux États-Unis et quasiment 40 000 procédures entre 2011 et 2014. Et donc là, je vous ai mis les variables qui sont, je ne sais pas si j'ai un pointeur, peu importe, les variables qui sont recueillies pour ce score. Donc il y a la catégorie de risque de la procédure, quelques marqueurs hémodynamiques comme les pressions pulmonaires, le QPQS, les résistances vasculaires pulmonaires, si on les a via un cathétérisme précédent, et puis des choses qui sont liées au patient. Donc, est-ce que le patient a un traitement anticoagulant? Est-ce qu'il a insuffisance rénale? Est-ce que c'est un ventricule unique? Donc, je dis, on va essayer de trouver une solution pour extraire automatiquement ces données sans demander d'efforts surnuméraires supplémentaires aux cliniciens, pour pouvoir calculer automatiquement et proposer automatiquement un score. Et puis, peut-être qu'on pourra mettre une petite alerte sur le logiciel métier, là, sur Orbis, pour dire attention, celui-là, c'est un cathétérisme à risque. Et puis, l'autre chose, on s'est dit, une fois qu'on aura extrait toutes les données pour tous les patients à Necker et qu'on aura calculé leur score, on pourra aussi réentraîner une nouvelle régression logistique pour voir si ça colle bien avec nos patients, si la prédiction... on va pouvoir calculer le score sur la population de Necker pour voir si il est valide, il est aussi performant sur la population de Necker que sur la population de l'impact. Ici à Necker à Imagine, on a de la chance d'avoir Dr Warehouse, qui est une formidable source de données, qui est l'entrepôt de données qui rassemble les comptes rendus de consultation, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de cathétérisme, les résultats de biologie, toutes ces données qu'on crée sans cesse chaque jour en faisant du soin, et ça rassemble énormément de données. Donc on s'est dit, toutes les données nécessaires au calcul de l'impact, elles sont forcément dans cette base de données, et il suffisait juste de trouver un moyen de les extraire automatiquement. Et donc Dr Warehouse est également équipé d'un outil d'extraction semi-automatisé des données qui s'appelle le Smart Data Extractor, et qui permet d'extraire automatiquement les données structurées. Donc ce qu'on appelle les données structurées, c'est celles qui sont rangées dans les bases de données dans des tableurs Excel. Donc il suffit, c'est le poids, les pressions au cathé si elles sont rentrées dans une grille, toutes les données de biologie,
Et ça, il suffit de donner à l'outil d'extraction, au Smart Data Extractor, les coordonnées du tableur Excel, donc le patient, une date et puis le code, et puis il va les extraire automatiquement et ça marchera très bien, très vite et sans erreur. La difficulté vient pour les données qui sont en texte libre, qui sont dans le texte médical. Et vous savez qu'il y a beaucoup des données des patients qui en fait ne sont pas rentrées dans des bases de données structurées, qui ne sont pas dans des bases et qui sont juste écrites dans le texte de ce qu'on raconte toute la journée. Et pour ça, on a fait des regex. Les regex sont des expressions régulières, c'est un peu chinois, mais c'est une suite de caractères typographiques qui décrit selon une syntaxe précise un ensemble de chaînes de caractères possibles. C'est un peu comme quand vous ouvrez les recommandations de l'ESC, il n'y a qu'une seule partie du document qui vous intéresse, et donc vous allez faire CTRL-F, HFPEF, et vous allez tomber tout de suite sur toutes les parties des recommandations qui parlent de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et donc là, je vous ai mis l'exemple, mais qui vous parlera sûrement pas beaucoup. Ça, c'est la syntaxe qui permet de retrouver dans un texte toutes les façons de décrire ex aequo. Et voilà un exemple peut-être qui vous parle un peu mieux. Donc ça, c'est une capture d'écran du Smart Data Extractor. On avait écrit cette syntaxe pour dire que tous les patients qui ont eu une ECMO, ou en tout cas qui ont relaté pour qui il est relaté dans le dossier médical qui a eu une ECMO, auront au moins une de ces mentions-là. Et effectivement, donc, quand on fait tourner l'extracteur, il nous montre que ce patient, oui, il a bien une ECMO, donc il coche yes, parce qu'il est bien une ECMO. Donc, avec cet outil-là, on a réussi à extraire toutes les données nécessaires au calcul du score impact, donc, qui étaient, je vous ai dit, des données biologiques, d'hémodynamique, et puis traitement anticoagulant, physiologie univentriculaire et insuffisance rénale. Donc maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on voudrait, c'est aussi savoir, pour recalculer le score pour nos patients et savoir s'il est performant ou pas dans notre base chez nos malades, on voudrait aussi savoir quels patients ont fait un événement indésirable lié au cathétérisme. Et donc, on a fait une liste de regex pour chercher tous les patients qui avaient fait un trouble du rythme. Donc, c'était un peu illisible et on pensait que ça allait bien marcher. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il y avait dans la base de Neckar, il y a environ 3000 patients qui ont eu un cathétérisme cardiaque et je collectais avec mes regex 17 700 événements indésirables pour ces 3000 patients, donc ça n'allait pas du tout. Et en fait, ce qui se passait, c'est comme on avait décidé de prendre des regex qui étaient très sensibles pour ne passer à côté d'aucun événement indésirable. Bien sûr, on arrivait à repérer les patients qui, au décours du cathétérisme, avaient eu un arrêt cardiaque et nécessitaient un massage cardiaque externe, mais on avait aussi les massages des gencives, et puis on avait aussi des exemples très difficiles pour la machine de comprendre que ça n'a rien à voir avec le cathétérisme. C'était un patient ici là, qui fait un trouble du rythme avant même de rentrer en salle de cathétérisme. On était un peu déçus, mais on s'est dit, bon, puisque Twitter arrive à faire le tri dans tous ces tweets entre les phrases à caractère racial, les haineux ou racial, et puis les tweets anodins, alors probablement qu'avec les nouvelles techniques de traitement automatique du langage, on va être capable de classifier dans toutes ces faux positifs qu'on a trouvés, quelles sont les phrases qui ont vraiment un lien avec... qui racontent vraiment un événement lié au cathétérisme cardiaque. Et donc, je pense qu'on commence tous à avoir entendu parler de traitement automatique du langage. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'assistante de ChatGPT ou les traducteurs en ligne. Ça commence à fonctionner très très bien. Et donc pour faire très rapide, on a pris toutes les phrases qui avaient été extraites des comptes rendus parce qu'elles comportaient un petit mot-clé qui pouvait avoir un lien avec un événement indésirable grave lié au cathé. On les a mis dans un algorithme d'embedding. Alors pour faire simple, l'embedding, c'est la représentation des mots dans un espace en 3 dimensions. Et donc les mots qui sont synonymes se retrouvent proches les uns des autres dans cet espace en 3 dimensions.
Et ensuite, on s'est mis dans un deuxième, on a fait passer tout ça dans un deuxième algorithme, qui est un algorithme de classification de traitement automatique du langage. Cependant, pour faire fonctionner ces deux algorithmes d'intelligence artificielle très complexes, vous l'aurez compris, il faut des jeux de données de grande taille et surtout pertinents. Et ça, il n'y a pas sur Internet de jeux de données annotées, de phrases qui font référence à des complications liées au KT ou pas. Donc il a fallu que j'en note des tonnes et des tonnes et des tonnes, 3000. Et assez rapidement, donc au début j'annotais au hasard, et puis assez rapidement je me suis rendu compte que le massage des gencives, là, il revenait tout le temps. Et donc, je me suis dit, si ça revient sans arrêt, si mon algorithme, il a 50 exemples de massage des gencives ou de transfusions pendant la chirurgie cardiaque qui ne sont pas des complications liées au KT, il lui suffit d'une pour apprendre. Il n'a pas besoin d'avoir ces 50 exemples. Donc, on a utilisé un algorithme d'active learning qui, en fait, était capable de me proposer pour la notation les exemples qui étaient pour lui très difficiles à classifier. Donc assez rapidement, massage des gencives, il avait compris que c'était pas une complication, il me le présentait pas. Il me présentait que les choses compliquées. Et pour lui, et souvent c'était un trouble du rythme pendant la chirurgie cardiaque ou un saignement secondaire à la pose d'un cathéter central. Enfin des choses qui sont vraiment des complications, mais qui n'étaient pas dans le contexte de cathétérisme cardiaque. Et ça m'a permis d'avoir assez rapidement, finalement, un jeu de données entraîné de grande taille et surtout pertinent et de bonne qualité sur lequel les algorithmes ont pu apprendre. Et donc, voilà nos résultats. On avait donc 2980 patients, un écart enfants malades qui ont eu un cathétérisme entre 2010 et 2016, pour lesquels on avait pu extraire les données nécessaires au calcul de l'impact score. Parmi ces 2980 patients, il y en avait 211, donc 7% des patients qui avaient fait un événement indésirable grave lié au cathétérisme cardiaque. Et ensuite, sur la cohorte test, donc une cohorte que je suis allée lire précisément à la main comme un humain, quoi, 95% des cathétérismes étaient bien classés. Donc on était assez satisfait des résultats de cette base de données en fait, qu'on avait réussi à extraire automatiquement. On a dit maintenant qu'on a la base, on va pouvoir, qu'on a toutes les variables, on va pouvoir réentraîner une régression logique. On va d'abord calculer l'impact score pour nos malades et l'évaluer comme une forme de validation externe. Et on trouve qu'en fait l'impact score qui dans la publication initiale a une R sous la courbe à 0,76, donc il y a une assez bonne prédiction. Quand on l'applique sur nos patients à Necker, elle est assez mauvaise, à 0,64. Donc probablement qu'il y a d'autres facteurs que les 17 variables qui sont prises en compte dans l'impact qui font que la population de Necker est différente de la population américaine, et donc le score fit pas bien, correspond pas bien à nos malades. Et donc, on a réentraîné une régression logistique sur nos données, puisque du coup, on avait cette base de données, et on retrouve une R sous la courbe à 0,72 qui se rapproche, donc c'est celle-là qui a une amélioration, et puis qui se rapproche en fait de la publication initiale, alors que nous, on n'a que 3000 patients, c'est une base de données extraite automatiquement, alors que le NCDR, c'est une énorme base de données, 40 000 malades avec des centaines d'assistants de recherche clinique qui rentrent à la main, des tableurs Excel qui revalident et revérifient. Et donc, ça, à mon sens, ça soulève une question. Maintenant qu'on a de plus en plus accès à des grandes bases de données et que petit à petit, on est capable d'extraire automatiquement des données, peut-être faudrait-il réentraîner tous les scores qu'on nous propose, le syntaxe, le STS, l'Aristotle, sur nos patients. Et puis peut-être même faudrait-il les réactualiser, parce que comme on peut réentraîner le modèle, peut-être que tous les 5 ans, il faut refaire l'extraction, réentraîner, et pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Et pour voir si c'est juste une adaptation des odds ratios, finalement. Et ça permet quelque part de s'adapter à des changements qui ne sont pas dans les variables.
une autre perspective, on en a un peu parlé déjà, c'est donc l'impact score, il prend en compte 17 variables. Et probablement, nos patients ils sont beaucoup plus complexes. On ne peut pas les résumer à 17 variables. Et on aimerait pouvoir entraîner des modèles qui prennent en compte d'autres facteurs prédictifs. Est-ce qu'ils étaient prématurés? Est-ce qu'il y a un syndrome? Est-ce que... des choses comme ça. Et ça, c'est théoriquement possible, puisque maintenant, on a accès aux données de l'entrepôt de données de santé, qui, vous le savez, sont les données, toutes les données de la PHP, et donc toutes les données qu'on génère pendant le soin. Donc, il y a les données démographiques, tous les diagnostics, les actes, tous les résultats de biologie, l'imagerie, les comptes rendus d'imagerie, et puis les prescriptions de médicaments. Et donc, en fait, on se dit pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toutes ces données pour calculer des scores au lieu de piocher un peu au feeling quelques variables qui nous semblent importantes et de calculer des scores comme ça. La difficulté, c'est que les données dans l'entrepôt de données de santé, comme sont des données qui sont générées pendant le soin et non pas des bases de données remplies régulièrement à la main, sont des données qui sont hétérogènes, irrégulières, avec des biais, avec des fautes. Et vous vous doutez bien que nos petites expressions régulières ne suffiront pas à tirer de cet entrepôt une représentation intelligible du patient. Donc on a pour projet de tester des algorithmes de machine learning un peu plus performants, un peu plus compliqués que simplement des regex et une régression logistique pour pouvoir mettre à profit cette énorme base de données. Et c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on peut s'attarder un petit peu sur ce modèle-là, qui est un modèle qui prend en compte, qui considère, pour faire simple, qui considère le dossier patient comme une phrase. Et donc, qui, tout comme l'assistant ChatGPT, si vous lui demandez finis ma phrase, le ciel est, il vous répondra gris ou bleu, mais il vous répondra jamais vert ou jaune ou rouge, parce qu'il sait très bien que ça n'existe pas. Et bien là, de la même manière, si on met tous les codes diagnostiques et toutes les biologies d'un patient dans l'ordre, eh bien, on peut demander à l'algorithme de prédire le mot qui va venir. Et donc, ce mot qui va venir, ce sera peut-être le motif d'hospitalisation suivant ou la complication suivante du patient. Et donc, je voulais finir par dire qu'on est en cardiologie. La cardiologie, c'est une magnifique spécialité médicale et qui se prête tout particulièrement à l'intelligence artificielle parce qu'on a beaucoup de données. On a des données granulaires, on a des données longitudinales, on a des données de bonne qualité qui sont faciles à recueillir avec tous les devices et tout ça, et qui devraient nous permettre de faire de la médecine personnalisée. Et en pratique, ces outils ils sont rarement adoptés dans la pratique clinique de tous les jours. Et j'ai relevé quelques explications, enfin quelques points d'amélioration. D'abord, les modèles qui nous sont proposés sont parfois extrêmement précis, extrêmement puissants, mais pas très pertinents. Parfois, on nous propose de prévoir avec 97% d'accuracy, de précision, la réhospitalisation à 30 jours. Alors qu'en fait, la réhospitalisation à 30 jours de nos patients, on sait quel malade va revenir, on sait quel malade est grave. Et pour qu'un score il soit utilisé, qu'il soit adopté, il faut non seulement qu'il soit plus performant que le médecin qui, avec son expérience, sait quel malade va se compliquer et pour quel malade ça va bien se passer. Et il faut en plus qu'il réponde à une question à laquelle on ne sait pas habituellement répondre, et donc nous aider dans les décisions difficiles, nous aider sur quelles thérapeutiques, et par exemple prédire au lieu de la mortalité à 30 jours, mais plutôt la durée d'hospitalisation ou des choses un peu plus terre à terre, mais qui nous permettent au moins de faire du bed management, qui est un problème tendu en ce moment à l'hôpital. Ensuite, ces modèles, il faut qu'ils restent précis, y compris dans les cas rares et les cas borderline. Et donc là, cette image est pour vous faire sourire, mais c'est un modèle qui a été entraîné pour reconnaître les animaux des humains. Et donc on lui a montré plein de photos de chiens, plein de photos d'humains, mais on lui a jamais montré de photos de chiens habillés. Du coup, là, il est un peu perdu, il raconte n'importe quoi. Et on en a parlé tout à l'heure, vaudrait mieux qu'il dise « je sais pas » finalement.
Et au catéter risque cardiaque, c'est pareil. Je pense qu'assez rapidement, on aura des modèles performants pour dire quelle fermeture de canaux, quelle fermeture de CIA, quelle valvulation percutanée, quel caté diagnostic vont se compliquer parce qu'on a beaucoup de données. Mais en fait, les patients très rares, les catés hémodynamiques des hétérotaxies ou les embolisations de séquestre pulmonaire, enfin des choses qu'on fait beaucoup moins souvent, et ben, les modèles ils seront probablement assez peu précis. Et il faut qu'ils soient capables soit d'améliorer leur précision, soit de dire celui-là, je ne sais pas. Enfin, ces modèles de précision, ils ne sont pas dénués de biais. On s'est rendu compte, et c'est difficile de détecter dans ces grosses machines que sont les algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, où en fait, à la fin, parfois, personne ne comprend rien, si ils sont vraiment... sur quoi est-ce qu'ils se décident. Et là, c'est un exemple très concret où c'était une équipe en Californie du Nord qui avait entraîné un réseau de neurones à reconnaître les mélanomes des lésions non tumorales sur une énorme base de données. Ils avaient 30 000 images et ils étaient très très contents de leurs résultats, puisque leur réseau de neurones était meilleur que leur dermatologue pour faire le diagnostic de lésions cancéreuses. Quand ils ont voulu lancer une application mobile, on leur a dit d'accord, mais validez d'abord votre réseau sur une autre cohorte différente. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que certes, pour les peaux blanches, parce qu'en Californie du Nord, il y a surtout des peaux blanches, ils étaient performants, mais pour la détection de mélanome sur les peaux noires, ils étaient très mauvais. Et en fait, c'est un peu le danger de lancer en pratique, en utilisation clinique, des modèles compliqués si on ne peut pas contrôler que les erreurs qu'ils font, si on ne peut pas contrôler qu'il n'y a pas de biais. Et enfin, j'ai fini. Tout aussi compliqué qu'il reste, tout modèle doit être capable à tout moment d'expliquer son raisonnement et de justifier le résultat qu'il donne, parce que sinon, toute prédiction un peu dérangeante, un peu étonnante et qui sort de l'ordinaire, si l'algorithme n'est pas capable de dire « celui-là, je pense qu'il va faire un trouble du rythme parce que sur l'électrocardiogramme, à telle date, le QT, il était un peu plus long », et bien alors on va négliger toutes les prédictions étonnantes de l'algorithme et du modèle, et donc il perdra beaucoup de son intérêt. Et donc en conclusion, on a montré qu'il était possible d'extraire automatiquement les données nécessaires au calcul du score à partir du dossier patient informatisé qui regorge de données qu'on sous-exploite, que recalibrer un score de risque donné sur nos patients, ça permet d'en améliorer les prédictions, et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et que l'active learning est une stratégie d'annotation efficace qui permet d'obtenir des jeux de données d'entraînement rares, spécifiques et adaptés assez rapidement. Et que pour exploiter toutes ces données hétérogènes du dossier patient, on aura sûrement besoin de modèles très compliqués qui reposent sur le deep learning. Merci.